3 jours. Cela fait seulement 3 jours qu'il nous a quittés et pourtant son départ a déjà marqué l'histoire d'une manière que peu d'hommes politiques peuvent revendiquer. Réfléchissez-y un instant dans tout le monde arabe combien de présidents ont abandonné le pouvoir de leur propre initiative au beau milieu d'une guerre alors même que leur entourage les suppliait de rester. La réponse est simple, aucun, sauf un. Liamine Zeroual. Personne ne l'a chassé, il n'est pas décédé à son bureau présidentiel. Aucun avion militaire ne l'a emporté vers un exil doré dans une capitale étrangère. Non. Il a prononcé 3 mots, c'est terminé. Puis il a pris la route de Batna, il est rentré dans sa propre maison et là quelque chose d'inouï a commencé. 27 années. 27 années durant lesquelles pas un mot n'est sorti de sa bouche publiquement. 0 interview, 0 mémoire publiée, 0 tweet, rien. Le silence pur et complet. Et voilà précisément pourquoi de l'autre côté de la Méditerranée, on préférait que son nom s'efface de votre mémoire, parce qu'un homme qui échappe à la corruption, qui ignore les menaces et qui reste insensible à la séduction représente exactement ce qu'une ancienne puissance coloniale redoute le plus. Avant d'aller plus loin, si tu te reconnais dans cette communauté qui refuse l'oubli, pense à t'abonner et raconte-moi en commentaire depuis quel pays tu me regardes. Algérie, France, Canada, Belgique, Royaume-Uni. Fais-le-moi savoir, parce que ce que je m'apprête à te raconter, c'est le parcours d'un homme dont les manuels scolaires n'ont jamais parlé, que la presse française n'a jamais voulu mettre en lumière et que même beaucoup de jeunes Algériens aujourd'hui connaissent à peine. Remontons jusqu'au tout début, le 3 juillet 1941 dans la ville de Batna, au cœur même du massif des Aorès, un enfant voit le jour. Cette région, il faut le rappeler, n'est pas une terre ordinaire, c'est le berceau même de la révolution algérienne. Ses racines sont kawi, issus d'une famille berbère appartenant à la tribu des Nemencha. Et puis arrive l'année 1957. Il n'a que 16 ans. 16 ans. Et à cet âge-là, il prend une décision que la majorité des hommes adultes n'auraient jamais osé prendre. Il s'engage dans l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. Il empoigne un fusil et affronte l'armée française. Imagine la scène un instant pendant que des adolescents de son âge, ailleurs dans le monde, tapaient dans un ballon après l'école. Lui, il gravissait les montagnes des Aurès, l'arme sur l'épaule, la mort peut-être, au tournant du prochain sentier. Puis vient 1962, l'indépendance enfin arrachée. Mais lui ne s'arrête pas là. Il continue à se former, à apprendre à grandir. Et où part-il étudier au Caire en Égypte, à Moscou en Union soviétique? Et puis accroche-toi bien à Paris, oui, tu as bien entendu Paris, à l'école de guerre, savoure un peu l'ironie du destin. 3 jours. Cela fait seulement 3 jours qu'il nous a quittés et pourtant son départ a déjà marqué l'histoire d'une manière que peu d'hommes politiques peuvent revendiquer. Réfléchissez-y un instant dans tout le monde arabe combien de présidents ont abandonné le pouvoir de leur propre initiative au beau milieu d'une guerre alors même que leur entourage les suppliait de rester. La réponse est simple, aucun, sauf un. Liamine Zeroual. Personne ne l'a chassé, il n'est pas décédé à son bureau présidentiel. Aucun avion militaire ne l'a emporté vers un exil doré dans une capitale étrangère. Non. Il a prononcé 3 mots, c'est terminé. Puis il a pris la route de Batna, il est rentré dans sa propre maison et là quelque chose d'inouï a commencé. 27 années. 27 années durant lesquelles pas un mot n'est sorti de sa bouche publiquement. 0 interview, 0 mémoire publiée, 0 tweet, rien. Le silence pur et complet. Et voilà précisément pourquoi de l'autre côté de la Méditerranée, on préférait que son nom s'efface de votre mémoire, parce qu'un homme qui échappe à la corruption, qui ignore les menaces et qui reste insensible à la séduction représente exactement ce qu'une ancienne puissance coloniale redoute le plus. Avant d'aller plus loin, si tu te reconnais dans cette communauté qui refuse l'oubli, pense à t'abonner et raconte-moi en commentaire depuis quel pays tu me regardes. Algérie, France, Canada, Belgique, Royaume-Uni. Fais-le-moi savoir, parce que ce que je m'apprête à te raconter, c'est le parcours d'un homme dont les manuels scolaires n'ont jamais parlé, que la presse française n'a jamais voulu mettre en lumière et que même beaucoup de jeunes Algériens aujourd'hui connaissent à peine. Remontons jusqu'au tout début, le 3 juillet 1941 dans la ville de Batna, au cœur même du massif des Aorès, un enfant voit le jour. Cette région, il faut le rappeler, n'est pas une terre ordinaire, c'est le berceau même de la révolution algérienne. Ses racines sont kawi, issus d'une famille berbère appartenant à la tribu des Nemencha.
Et puis arrive l'année 1957. Il n'a que 16 ans. 16 ans. Et à cet âge-là, il prend une décision que la majorité des hommes adultes n'auraient jamais osé prendre. Il s'engage dans l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. Il empoigne un fusil et affronte l'armée française. Imagine la scène un instant pendant que des adolescents de son âge, ailleurs dans le monde, tapaient dans un ballon après l'école. Lui, il gravissait les montagnes des Aurès, l'arme sur l'épaule, la mort peut-être, au tournant du prochain sentier. Puis vient 1962, l'indépendance enfin arrachée. Mais lui ne s'arrête pas là. Il continue à se former, à apprendre à grandir. Et où part-il étudier? Au Caire en Égypte, à Moscou en Union soviétique, et puis accroche-toi bien à Paris, oui, tu as bien entendu Paris, à l'école de guerre, savoure un peu l'ironie du destin. La France en personne a formé militairement celui qui allait ensuite lui tenir tête, comme aucun chef d'État algérien ne l'avait fait auparavant. Une fois rentré au pays, sa trajectoire militaire frôle la perfection. En 1975, le voilà à la tête de l'école d'application des armes de Batna. 6 ans plus tard, en 1981, il dirige l'Académie militaire interarmes de Churchill. Ensuite, on lui confie les commandements les plus délicats du pays. Tamanrasset en 1982 au cœur brûlant du Sahara, puis Béchar collé à la frontière marocaine, puis Constantine en 1986. En 1988, il accède au grade de général. L'année suivante, en 1989, il prend le commandement des forces terrestres de l'Algérie. Il est tout en haut, au sommet absolu. Et c'est exactement à ce moment-là que se produit l'invraisemblable. On le remercie, on le limoge tout simplement. Le président de l'époque met fin à ses fonctions. Pour quelle raison? Parce qu'il a osé refuser un projet de restructuration de l'armée qu'il considérait comme mauvais. Il n'a pas négocié, il n'a pas cherché de terrain d'entente, il a dit non et ce non lui a coûté sa place. On tente alors de l'éloigner en l'expédiant en Roumanie comme ambassadeur. Et quelle est sa réponse? Encore un refus. Ses mots exacts: « Je ne suis pas fait pour ce métier. Je refuse qu'on me paye à ne rien faire. » Et il rentre tout simplement chez lui à Batna. Il tire sa révérence. Fin de l'histoire. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Sauf que, vois-tu, l'histoire n'avait pas dit son dernier mot. Pas encore. Nous sommes en 1993 et l'Algérie est littéralement en flammes. Rembobinons un instant, en janvier 1992, le processus électoral avait été brutalement interrompu. Depuis, les groupes armés islamistes sèment la terreur, des civils tombent par dizaines, des villages entiers disparaissent de la carte effacés dans le sang. L'économie, elle est totalement exsangue. Les coffres de l'État sont à sec. Veux-tu un chiffre pour comprendre l'ampleur du désastre? Les recettes pétrolières prévues pour l'année 1994 s'élèvent à 9 milliards de dollars. 9 milliards. C'est moins que ce que l'Algérie doit verser cette même année pour rembourser sa dette extérieure. Tu saisis, le pays est littéralement au bord du précipice, un pied déjà dans le vide. Et c'est précisément dans ce chaos absolu qu'on va le chercher. Lui. L'homme qu'on avait jeté dehors 4 ans plus tôt, celui qui avait refusé de se taire, celui qui avait refusé la Roumanie, celui qui s'était retiré dans sa maison de Batna. On frappe à sa porte. En juillet 1993, on le nomme ministre de la Défense. Puis, le 30 janvier 1994, il devient président de l'État. Et quand on lui soumet cette proposition, sais-tu quelle est sa réaction? Il répond mot pour mot: « Vous m'envoyez en enfer. » Il ne voulait pas de ce pouvoir. À aucun moment. Jamais. Il y a 3 jours, un grand magazine panafricain titrait le général algérien qui ne voulait pas de la présidence. Et c'est exactement ça la vérité. Il a dit oui non par ambition, non par soif de gloire, mais pour une seule raison, l'Algérie avait besoin de lui. Et maintenant, accroche-toi parce que ce qu'il va faire à partir de cet instant précis, Paris ne le digérera jamais. Jamais. Premier geste de souveraineté. Nous sommes en juillet. Au Maroc, dans la ville de Marrakech, un attentat terroriste frappe un hôtel, l'Atlas Asni. Immédiatement, sans la moindre preuve, le souverain marocain pointe du doigt l'Algérie. La machine s'emballe, il impose un visa aux ressortissants algériens et il n'en reste pas là. Il va jusqu'à expulser des touristes algériens dans des conditions profondément humiliantes. Et la riposte, elle arrive dans la seconde, principe de réciprocité appliqué à la lettre visa. Exigé pour tout Marocain qui veut entrer en Algérie et fermeture pure et simple de la frontière terrestre entre les deux pays.
Sais-tu combien de temps cette frontière est restée fermée des dizaines d'années? Elle l'est encore aujourd'hui. Cette décision, c'est la sienne. Un geste qui a redessiné à lui seul les relations entre l'Algérie et le Maroc pour 3 décennies entières. Et écoute bien la suite. Par la suite, les enquêtes ont établi la vérité. Les auteurs de l'attentat de Marrakech étaient 2 hommes de double nationalité franco-marocaine, pas des Algériens. L'Algérie avait été accusée à tort injustement. Pourtant, même après cette révélation, jamais il n'est revenu sur sa décision de fermer la frontière. Et tu sais pourquoi? Parce que pour lui, la question centrale n'était plus l'attentat. La question, c'était l'affront. C'était le manque de respect. Deuxième geste de souveraineté. Décembre, toujours cette même année terrible. À l'aéroport d'Alger, des terroristes du GIA s'emparent d'un avion d'une compagnie aérienne française. 173 passagers piégés à bord. La France exige alors l'impensable envoyer ses propres forces spéciales, le GIGN, pour mener l'assaut sur le sol algérien. Tu m'entends bien sur le sol algérien? Sa réponse est tranchante sans la moindre ambiguïté, non. C'est non. Il est totalement exclu qu'une unité militaire étrangère et encore moins celle de l'ancienne puissance coloniale vienne opérer sur le territoire national. Les pressions diplomatiques deviennent écrasantes. Paris s'acharne, insiste, revient à la charge. Lui, pas 1 millimètre de recul. Finalement, l'avion décolle en direction de Marseille. Et c'est là-bas, sur le sol français, que le GIGN donnera l'assaut, pas en Algérie. Jamais en Algérie. Troisième geste de souveraineté, et celui-ci, crois-moi, c'est sans doute le plus puissant de tous. Nous sommes en octobre 1995, New York. Assemblée générale des Nations Unies, une rencontre est prévue entre le président algérien et son homologue français. Sauf qu'en France, à l'époque, le climat politique se tend. La gauche française monte au créneau et dénonce ouvertement la façon dont la crise algérienne est gérée. D'un coup, cette rencontre devient gênante, encombrante, presque toxique pour le président français. Alors il tente une manœuvre. Il propose une rencontre en coulisses discrète, loin des objectifs des caméras, à l'écart des médias. En cachette en somme, et la réponse tombe non. Un non qui entre directement dans l'histoire. Un non dont l'écho résonne encore aujourd'hui des décennies plus tard. Le message est limpide, le président de l'Algérie ne rencontre personne clandestinement. Personne. Et c'est lui de son propre chef qui annule la rencontre. Tu as bien compris l'ordre des choses. Ce n'est pas le président français qui décommande. C'est l'Algérien qui le congédie. Il y a quelques heures, à peine, un grand média algérien employait le mot exact pour décrire ce qui s'est passé et conduit. Le président français a été éconduit. Et tu sais ce qui rend ce moment absolument extraordinaire, le contexte. Prends un instant pour te le représenter. À cette époque précise, l'Algérie traverse la pire phase de son histoire depuis l'indépendance. Des centaines de personnes tombent sous les coups du terrorisme chaque mois. L'économie nationale ne tient debout que grâce aux perfusions du Fonds monétaire international. Sur la scène diplomatique, le pays est isolé, presque seul au monde. Et pourtant, malgré tout ce poids, malgré toute cette pression, il n'a rien lâché. Pas un centimètre carré de souveraineté. Pas un gramme de dignité. Pendant que je te raconte ça, je voudrais que tu prennes quelques secondes pour réfléchir à une question essentielle. Combien de dirigeants dans l'ensemble du monde arabe ont eu ce courage-là? Combien ont-ils eu les épaules pour dire non à Paris, non à Washington, non à l'ancienne puissance coloniale, alors même que leur pays vacillait au bord du précipice? La réponse, tu la connais aussi bien que moi. Maintenant, changeons de perspective. Parlons de ce qu'il a accompli à l'intérieur des frontières. Il prend les rênes du pays en plein cœur de ce qu'on appellera la décennie noire. Les chiffres. Il donne le vertige. Entre 1991 et 2002, les estimations oscillent entre 100 000 et 200 000 morts. Des civils massacrés par familles entières, des noms qui sont devenus synonymes d'horreur absolue, Bentala, Raïs, Aïn Taïa, des villages complets à quelques kilomètres seulement de la capitale rayée de la carte dans la plus totale des sauvageries. Face à ce cauchemar, sa première démarche n'est pas la violence. Non. Sa première démarche, c'est le dialogue. Il va jusqu'à rencontrer personnellement les dirigeants du FIS détenus à la prison militaire de Blida. Tu te rends compte, le chef de l'État en personne qui se rend dans une prison pour dialoguer avec ses opposants les plus farouches. Il cherche une issue politique, une solution négociée, un chemin de sortie, mais ça ne prend pas. La réalité du terrain est brutale. Les éléments les plus radicaux ont déjà écrasé les voix modérées.
Les groupes armés les plus violents perpètrent des atrocités que plus aucune parole ne peut freiner. Le dialogue se heurte à un mur de sang. Alors il bascule, il change complètement de cap, il passe à l'éradication méthodique des groupes terroristes, et c'est là toute la subtilité du personnage simultanément à cette guerre sans merci. Il fait quelque chose que personne, absolument personne n'avait vu venir. Il organise la toute première élection présidentielle pluraliste de l'histoire algérienne. Nous sommes le 16 novembre 1995. 4 candidats en lice. Il l'emporte avec 61,3% des voix. En pleine guerre civile, je te le rappelle. Et la participation massive. Le signal envoyé est sans équivoque, l'Algérie fait le choix de la démocratie, même quand les bombes tombent, même quand la mort rôde. La constitution de 1996, c'est lui. Et que prévoit-elle? Une limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. 2 mandats, pas un de plus. Tu mesures une première absolue dans tout le monde arabe, 2 mandats maximum, pas 3, pas 4. Pas un règne à vie. 2, un point, c'est tout. Et sais-tu ce qu'il adviendra de cette règle? Son successeur la supprimera en 2008 pour pouvoir s'accrocher au pouvoir. Ce qu'il avait patiemment bâti, son successeur l'a démoli. Et puis arrive cette date, le 11 septembre 1998. Non, ne te méprends pas le 11 septembre américain que tout le monde connaît. Le 11 septembre algérien. Ce jour-là, il s'adresse solennellement à la nation. Écoute bien, son mandat ne doit s'achever qu'en novembre 2000. Il lui reste donc encore 2 années pleines devant lui. Pourtant, il annonce 2 choses. D'abord, la convocation d'une élection présidentielle anticipée pour février 1999. Ensuite, que lui-même ne se présentera pas. Il s'en va de son propre gré, personne ne l'y contraint. L'armée est avec lui, le peuple l'accepte. Il pourrait rester. Il choisit de partir et il prononce cette phrase toute simple. C'est fini. Atov dinim. En avril, il quitte officiellement la présidence. Un événement sans précédent vient de se produire, la toute première transmission de pouvoir entre 2 présidents élus dans l'histoire de l'Algérie. Il remet le flambeau à son successeur et il reprend la route de Batna. Et là, mes amis, commence le chapitre le plus stupéfiant de toute son existence. 27 années. 27 années de silence absolu. De 1999 jusqu'à 2026, pas une seule interview, pas un seul communiqué, pas une seule apparition médiatique calculée, rien. Le silence total. Pourtant, les sollicitations ne manquent pas, crois-moi. En 2013, quand son successeur est hospitalisé, des rumeurs insistantes le présentent comme le candidat idéal pour reprendre le flambeau. Sa réponse, non. En 2014, on lui propose officiellement de se lancer dans la course présidentielle. Sa réponse, encore non. Et puis, il y a le Hirak. Ce moment bouillonnant où des millions d'Algériens descendent dans la rue pour exiger le départ du président en exercice. 2 figures viennent alors frapper à sa porte, le frère du président et un général puissant qui fut longtemps patron des services de renseignement. Leur proposition, qu'il prenne la tête de la transition. Sa réponse, un 3e refus. Sollicité 3 fois, il a dit non 3 fois. Cet homme n'a jamais été attiré par le pouvoir. Jamais. Il l'a accepté uniquement parce que son pays se noyait et qu'on est venu le chercher. Et il l'a rendu dès l'instant où il a estimé que sa tâche était accomplie. Un grand média algérien, il y a 2 jours à peine, l'a replacé dans une véritable lignée. Une lignée d'hommes d'État qui ont publiquement humilié la France officielle. 3 hommes, 3 moments distincts. Le premier, un ancien ministre de la Défense qui a refusé qu'on vienne désarmer ses gardes du corps en plein Paris. Le second, lui, qui a éconduit un président français à l'Assemblée générale des Nations unies. Le 3e, plus récent, qui a prononcé cette phrase devenue emblématique « Je n'irai pas à Canossa ». 3 instants, 3 refus, 3 gestes de souveraineté inscrits dans le marbre de l'histoire. Maintenant, laisse-moi te confier quelque chose qui vient du cœur, quelque chose de personnel. Ce qui m'a vraiment bouleversé dans sa disparition, ce sont ses dernières volontés. Écoute bien. Il a demandé à reposer au cimetière de Bouzouran chez lui à Batna, pas au carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger. Ce carré prestigieux où dorment tous les anciens chefs d'État algériens, tous les héros de la Révolution. Non. Lui, il a voulu être enterré là où il est né, là où il a grandi parmi les siens, sur sa propre terre. Jusqu'à son dernier souffle, il est demeuré fidèle à ce qu'il avait toujours été. Un homme simple, un fils de sa région natale, un fils des Aurès,
Pas de gloire posthume ostentatoire, pas de mausolée monumental, juste le retour à la terre qu'il avait vu grandir. Et puis avec son départ, quelque chose d'historique vient de s'accomplir, un véritable tournant. Pour la première fois depuis 1965, depuis le renversement du tout premier président algérien,